Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence qui a pour titre Un agiliste à l'ingénierie ou comment tomber de l'échelle. Donc, je vais vous raconter des aventures à l'ingénierie et avec des échelles. Tout d'abord, merci aux sponsors qui permettent de faire ces conférences et toutes ces rencontres, enfin, depuis le temps, autour de l'agilité. Tac. Alors, donc moi, je vais d'abord vous dire un petit préliminaire, c'est que je ne parle pas au nom de Renault. C'est important, parce que je n'ai pas demandé l'autorisation de parler, puisqu'on est quand même en mode freestyle maintenant, dans le monde moderne. Donc tout ce que je dis, vous ne pouvez pas le reprocher à Renault. D'accord? Je parle en mon nom propre, même si je parle de mon travail chez Renault. D'accord? C'est toujours important à dire, parce que sinon, je vais me faire virer ou un truc comme ça. Et dans ce que je vais vous raconter, ça peut vous paraître un peu lisse. C'est le problème des conférences, c'est qu'on raconte des choses un peu lisses, ça s'est bien passé, etc. Alors je vous expliquerai les choses qui se sont mal passées, mais c'est une vraie aventure humaine, avec des cris, des joies, des réussites, des échecs, beaucoup de travail d'équipe, des moments de doute, enfin plein de choses. Voilà. Donc si vous avez des questions sur les trucs qui fâchent, n'hésitez pas. Je pourrais vous en parler après à l'occasion des questions. Voilà. Je ne dirai peut-être pas tout. Voilà. Normalement, je ne livre aucun élément confidentiel. Si vous voulez avoir des infos sur Renault, ses chiffres, ses voitures, etc., vous faites appel à notre patron ou à notre président, ou vous écoutez la radio et la télé, on en parle régulièrement. Voilà. Mais moi, je ne pourrais pas vous en dire plus que ce que je connais et ce que j'ai le droit de dire. Alors, je m'appelle Charles Santucci, oui, c'est bien de se présenter un petit peu avant. Je travaille chez Renault depuis 2006, donc en interne. J'ai été embauché par Renault il y a 15 ans et j'ai travaillé 13 ans à la DSI, d'accord, direction informatique. Et j'en sors avec cette idée qui est une définition de l'agilité. Voilà, rassemblez-vous dans la paix, la joie et l'harmonie, créez régulièrement de la valeur pour votre client et améliorez-vous à chaque occasion. Ça vient d'un échange au moment de la signature du manifeste agile là, entre Jeffries et Cockburn, qui se seraient échangé des joyeusetés, sur la vision de Cockburn de l'agilité du point de vue, enfin, blagué par Jeffries. Voilà. Ça m'a beaucoup plu, je l'ai un peu transformé, j'ai bricolé la phrase, et ça me va très bien comme définition de l'agilité. Voilà. Il y a évidemment le manifeste, c'est très bien. Le problème du manifeste, c'est que c'est le manifeste pour le développement agile de logiciels. Le terme est important. Ce n'est pas le manifeste agile, c'est le manifeste pour le développement agile de logiciels. Ça aura son importance un peu après. Alors donc, au bout de 13 ans, je dis, tiens, si on changeait d'air et si on allait travailler un peu à l'ingénierie. Alors j'arrive à l'ingénierie, je dis bonjour, salut, c'est moi, Charles. Donc ils ne me connaissaient pas. À la DSI, j'étais connu comme le loup blanc, et à l'ingénierie, je ne suis pas très connu. Et les gars, évidemment, c'est quoi un coach agile? Nous, on est LI, QET, IST, CDS, PF, PFE, etc. etc. Donc voilà, sympa. Mais ils sont très accueillants. Hein. Pourquoi? Parce que j'aime bien les voitures et j'aime bien les gens. Donc des gens qui fabriquent des voitures, du coup on est bien accueillis en général. Et je connais un peu l'histoire de Renault, donc après avoir passé quelques tests sur... alors je ne connaissais pas les noms de code des voitures, mais je connaissais les voitures. Donc ça marchait. Donc du coup je regarde un peu autour de moi. Et qu'est-ce que je vois? Alors il y a des gens très câblés, des consultants, etc., qui me disent ah mais c'est qu'un problème d'échelle par rapport à ce que tu as connu avant. C'est qu'un problème d'échelle. Ok, mais encore. Du coup, je leur dis, mais je l'applique contre quoi à mon échelle, moi? Parce que je veux bien. Pourquoi? Parce que j'avais une petite difficulté que je n'avais pas à l'informatique. Hésite, tac, voilà. Je ne connaissais pas le métier des gens que je devais accompagner. Je connais très bien le métier informatique, c'est pas mon métier, mais c'est un hobby de môme. Donc je sais développer, je continue à le faire, etc. Donc je savais très bien quelles étaient les préoccupations des informaticiens. Et depuis des années à la DSI, je les avais accumulées, avec d'autres évidemment. Puis quand je ne savais pas, je savais à qui m'adresser. Et là, je débarque et les gars disent, bah, nous, on conçoit des voitures. Et ça se passe comme ça. Alors, ça se passe comme ça. Chacun m'explique son ça se passe comme ça. Donc évidemment, je ne comprends rien. Et donc, je suis complètement paumé. Voilà. Je suis complètement paumé. Donc, je tombe de mon échelle, hein, la fameuse échelle en question. Et pourtant, je ne suis pas complètement manchot en transformation et en échelle. Alors, je vous explique rapido pourquoi. Dans les 13 ans que j'ai passé à la DSI, pendant 3 ans, j'ai travaillé sur le déploiement de processus CMMI. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ça a un intérêt. Donc, niveau 3, il fallait qu'on soit certifié, c'était génial, tout le monde cravache, hop, on est certifié. Ce que j'ai constaté et ce que j'en tire, parce que moi je travaille sur la gestion des exigences, c'est un cadre, c'est bien, et ça a aidé à faire fonctionner le système. De la discipline, c'est bien, ça tombe bien. L'agilité, c'est un cadre et de la discipline, sauf que le cadre, il peut bouger.
En revanche, j'aimais moins la rigidité avec laquelle on déployait les choses en disant c'est comme ça et pas autrement, et le système de dérogation qui avait l'air de dire faire autrement, c'est mal faire. Vous voyez, ça me plaisait moyen. Bon, c'est pas grave, ça s'est bien passé, et voilà. Quand il n'y a plus d'ambition, bah, j'ai fait autre chose. Donc je suis allé dans une équipe de développement rapide qui se trouvait mettre en œuvre le Scrum. Alors je dis, ah tiens, c'est intéressant, ça c'est quoi? Ah, j'ai l'impression que c'est comme ça que je travaille intuitivement depuis un certain temps, mais je ne savais pas que ça avait un nom. Ça s'appelait Agile. Bon, donc j'ai suivi des formations. Ça m'a permis d'apprendre, parce que c'était toutes petites équipes, de faire des transfos très locales, très courtes, de créer un outil de gestion de backlog, qui est un logiciel libre qui s'appelle Kados, là. Voilà, parce que ça permettait d'expérimenter, et puis de travailler un peu avec de la distance, et notamment avec des équipes en Inde. Et ça, c'est pas simple. Donc ça a permis d'apprendre ça, mais dans un contexte petite équipe, développement rapide, cycle court, etc. Et pour apprendre, cette situation est géniale. Quand on vous dit bonjour, vous débutez, mais vous allez transformer un programme avec 500 personnes à travers toute la planète, c'est moins facile d'apprendre. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre comme ça. Ensuite, comme j'avais appris, on m'a dit faut que tu serves à quelque chose. Donc, tu vas aller aider un programme qui, donc là, est à l'échelle, bien sûr. Donc, je découvre l'échelle, c'est sympa. Donc, l'échelle, c'est juste multi-équipe. D'accord ? Donc, des équipes qui partagent la même plateforme, donc Salesforce, plateforme de Customer Relationship Management. Donc, on essaie d'organiser ça avec mes petits bras musclés, puis avec l'aide d'autres, dont une qui est pas loin d'ailleurs, qui est en train d'aider je sais pas où. Donc, on a affaire à des équipes qu'on essaie d'auto-organiser. Et puis, j'hérite d'une équipe qui, tant bien que mal, je tente d'auto-organiser, puisque j'en étais que le manager fonctionnel. Et donc, la solution, c'est de dire, c'est pas moi qui vais tout faire, de toute façon, j'y connais rien. J'ai compris comment fonctionne la plateforme, mais c'est vous les pros, on va essayer de bien travailler ensemble. Et on était au cœur de tout, puisqu'on était l'équipe d'intégration. Donc on tenait la plateforme, la prod, et tous les autres devaient nous livrer des choses. Ça, c'est très bien, parce que du coup, on a le pouvoir, et on peut leur dire, si vous ne changez pas, ça ne partira pas en prod. Donc devenez agile. C'est très drôle. Et évidemment, leur dire devenez agile, ce n'était pas très sympa, donc on a créé une formation avec une de mes collègues, formation qui a été créée donc en 2014-2015, qui est toujours vivante chez Renault, mais sous d'autres formes. Elle s'est transformée régulièrement, hein, agilité oblige, et elle existe toujours. Et on a commencé à faire un peu de coaching agile, voilà, à cette époque-là. Donc on apprend un peu ce que c'est. Et jusqu'en 2018, là, l'ambition a changé. Le directeur informatique de l'époque a dit on n'est pas bon en time to market. C'est ce qui ressortait des enquêtes clients. Donc il faut améliorer ça. Et puis on a plein de verrous, ça ne marche pas bien, c'est tout pourri. C'était un nouveau, hein, donc il était assez à l'aise pour dire que ça ne marchait pas. Il lance des équipes de transformation. Et moi, je suis intégré dans l'une d'entre elles. Parce qu'il se trouve que le seul autre spécialiste de l'agile doit migrer, je ne sais pas où, justement, à l'ingénierie, au design. Et du coup, je reste le seul à m'y connaître un peu. Donc, coup de bol, je suis récupéré là-dedans. Et du coup, on a fait de la transfo à l'échelle de la direction informatique. Voilà. Alors, à l'échelle, c'est-à-dire plein de petites équipes, en fait. Parce que l'équipe moyenne, c'est 4-5 personnes dans une DSI, comme chez Renault. Et il y a quelques applications où il y a 100 personnes. Mais c'est relativement rare. Voilà. Il y a une dizaine d'applications qui nécessitent des grosses équipes. Les autres, c'est que des petites, principalement. Voilà. Et puis, l'intérêt, c'est qu'on a eu carte blanche. Le DSI a dit, allez-y. Quand vous avez un problème, vous venez me voir. Vous allez le voir une fois. Il a fait sauter un verrou et ça s'est bien passé. Donc, j'avais un peu d'expérience dans la transformation. Vous voyez, là, en fait, c'est mon job, la transformation. Je fais que ça. Au-delà d'être mon dada, c'était mon job. Donc, je débarque et en fait, je ne sais pas trop quoi faire. Avec mes copains ingénieurs, là. Le directeur, alors j'étais quand même venu à l'ingénierie parce que le directeur de l'endroit où j'allais m'avait dit j'aimerais bien qu'on se transforme et qu'on commence par transformer l'état d'esprit, puis les pratiques, puis pour l'organisation, on verra. Alors je trouvais ça pas mal, parce que l'habitude, c'est plutôt on transforme l'orga, on assène des pratiques pour l'état d'esprit, on verra un jour. Donc là, c'était plutôt dans le bon sens, ça me plaisait bien, et comme l'état d'esprit, c'est un peu mon affaire aussi, justement, c'était pas mal. Bon, problème, c'est une direction où la ligne de code n'existe pas. Inconnue, la ligne de code. Ils ne savent pas ce que c'est le logiciel. Ils en ont peur même, éventuellement. Non, ça, c'est un peu méchant. Non, ils ne savent pas très bien discuter les uns avec les autres, entre ceux qui font du code et ceux qui n'en font pas. Voilà, donc je me dis, pourquoi pas, moi j'aurais au moins la qualité de connaître tout ce qui concerne ce qu'on appelle les ADAS, les systèmes connectés, les choses comme ça. Ça peut peut-être aider et je vais découvrir un nouveau monde. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire et qu'on est coach agile? Eh bien, on fait une rétro. C'est le truc par lequel on commence. C'est génial. Parce que ça, on maîtrise à fond. Et en fait, quel que soit le boulot des gens, ça marche à tous les coups. Donc, on a fait une rétro. Donc, autant vous dire qu'ils disent quoi, qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi ça, je ne comprends pas. Donc, ils n'ont pas trop compris ce qui leur arrivait. Donc, je n'ai pas commencé parce que la direction à laquelle j'ai atterri, il y a quand même 900 personnes en France. Gros truc. Et c'était la taille de la DSI où j'étais.
donc avant. Donc ça ne se fait pas comme ça, sachant que c'est en France, puis il y en a en Inde, puis il y en a un peu partout dans le monde, parce qu'il y a des centres d'ingénierie partout là où il y a des équipes Renault. Voilà. Donc c'est pas si simple. Donc je suis attaqué au manager, coup de bol. Il y avait des réunions de managers où ils devaient faire des workshops, mais bon, c'était pas hyper précis. Donc j'ai hacké un truc, j'ai hacké un système, enfin un workshop, pour faire un atelier qu'on a appelé Chevalier Dragon. Alors évidemment, ça a créé un peu de brouhaha. Donc ça consistait en quoi? Donc une centaine de managers qui ont été réunis pour faire un atelier où ils devaient traiter, alors c'est pour ça qu'il y a des Chevaliers Dragons, ils devaient traiter leurs forces et leurs faiblesses. Je regarde le temps, parce que pas que je parle trop longtemps. Ils devaient parler de leurs forces et de leurs faiblesses. Donc leurs forces, c'était des dagues. Leurs faiblesses, c'était des flammes. Et puis pour combattre tout ça, il fallait des lances et des boucliers. Enfin bon, c'était la fête. Donc ça a permis de détecter, il y en a qui accrochaient bien avec ce genre de choses, puisqu'ils sont venus avec les épées de leurs enfants, enfin les épées en mousse de leurs enfants. Il y en a d'autres qui ne sont pas venus, qui ont dit oulala, truc Chevalier Dragon. Là. Et puis il y en a qui sont venus en traînant des pieds comme ça, là, en disant c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Du théâtre, des choses comme ça, machin. Bon. Voilà, donc ça a permis déjà de voir un peu quelle était la réaction des managers quand on leur proposait quelque chose de différent. Et on leur a fait faire un atelier assez banal. Hein. On leur demandait juste de trouver qu'est-ce qu'il fallait changer dans leur organisation. Donc ça a pondu. Alors la seule différence, c'est qu'on leur a pas demandé en disant jeter des post-it sur les murs. On avait, avec un de mes collègues, on avait fabriqué un atelier précis, un atelier facilité, organisé selon les bonnes règles de la facilitation d'atelier, surtout en grand groupe. Voilà, bon, on avait besoin d'un petit porte-voix quand même pour parler à 100 personnes, parce qu'il n'y a pas de micro. Mais on s'est débrouillé pour que, par petite équipe, ils s'organisent et ils pondent des idées. Voilà, des flammes, des dragons, des chevaliers, des choses comme ça. Donc ils étaient tout fous. Et à la fin, on récupère une soixantaine de sujets. Soixantaine de sujets pour 100 managers. Enfin, ça fait un peu beaucoup. Une équipe des boîtes, enfin, une structure de 900 personnes, on ne va pas tout faire. Et surtout, il y avait un gros risque, c'est qu'une fois qu'on avait fait ça, on crée un comité de transformation avec plein de chefs qui s'installent et qui disent bon, alors on va affecter les trucs, donc ça va être affecté au manager, qui va l'affecter au manager, qui va l'affecter au manager, qui va l'affecter au piou-piou. Lequel piou-piou est en train de concevoir une voiture. Donc 100% de son temps est consacré à concevoir une voiture ou à tourner autour. D'accord? Et on va lui dire mon gars ou ma fille, tu vas en plus faire de la transformation. Donc ça, c'était le risque. Donc pour éviter ce comité et cette descente infernale, là, on a fait un deuxième atelier Chevalier Dragon. Et dans ce deuxième atelier, on leur a dit 60 c'est trop, donc vous priorisez. Ah mon Dieu, comment faire? Alors on leur a pas laissé trop le choix, on leur a fait prioriser avec des diamants et des pièces d'or. Ça c'est côté un peu pirate. J'ai hacké mon propre truc. Et du coup, en fait, c'était assez fluide parce que sans le savoir, ils priorisaient en donnant chacun leur avis, mais de manière physique. Donc une fois qu'ils avaient mis dans les petites boîtes leur truc, bon, bah, ils allaient discuter. Et puis après, on en a déduit 15 éléments importants. Voilà, tout de suite, réaction. Ah oui, mais alors 15, 60 moins 15. Et les 45 autres, on en fait quoi? Pour l'instant, rien. Donc il y a eu 2-3 crises cardiaques. Bon, ils s'en sont remis quand même. Mais on a continué. C'était pas fini parce que le problème, c'est que les 15, ça pouvait être aussi évidemment transféré au piou-piou, jusqu'au piou-piou qui doit faire ce boulot. Donc c'était pas fini. Et on leur a dit, bah, avec un petit côté Fort Boyard, vous allez rentrer dans la salle à côté les uns après les autres. On a étalé sur 15 tables les affaires, là, enfin les sujets, et vous allez vous affecter à un sujet. Soit parce que vous avez des potes et vous voulez travailler avec eux, soit parce que le sujet vous intéresse. Et alors, petit gag, ils avaient le droit d'accéder à la salle dans leur ordre d'arrivée à l'atelier. Donc évidemment, ceux qui étaient arrivés à la bourre, ils ont dit « Ah bah moi, j'ai pas le choix en fait, je dois compléter les salles. » Je leur ai dit bah, « La prochaine fois, vous arriverez à l'heure. » Les ateliers suivants, tout le monde était à l'heure. Et voilà. Et donc résultat, ils ont été affectés à leur table et on a récupéré 15 équipes de 6 managers, à peu près 6 ou 7 managers, qui devaient s'occuper du sujet, avec une obligation, interdiction de la transférer à leur sous-manager et au piou-piou. Ils devaient s'en occuper eux-mêmes. Et ils devaient, dans un temps non précisé, produire un essai, un test, selon le principe test and learn ou Lean Startup, là, que vous connaissez probablement, qui est on fait un test, puis on boucle, etc. Pour voir si ça valait le coup, s'il fallait déployer plus large, s'il fallait réfléchir, etc. Seul objectif, pas d'échéance, vous devez à un moment ou à un autre faire un essai. Bon. Et ils sont partis comme ça. Risque, à nouveau, le gars qui dit « Ah, on va faire un comité pour piloter les 15 trucs qui se baladent, etc. » Alors il s'est avéré qu'en fait, il y avait d'autres activités faites par d'autres communautés. Donc ça, c'était les managers. Les piou-piou, ils faisaient des communautés entre eux de complot un peu pour essayer de faire avancer les choses. Donc en faisant la tournée des popotes, on a récupéré, au-delà de nos 15 qu'on avait générés par ces ateliers, on a récupéré 70-80 sujets qui étaient en train d'être faits par des groupes de travail plus ou moins uniformes, plus ou moins connus, plus ou moins répertoriés. Il y en a beaucoup qui avaient préféré l'ombre, justement, pour être discrets.
Et on leur a expliqué que l'ombre, enfin la transparence était quand même mieux parce que s'ils avaient besoin d'aide, s'ils avaient besoin de partager, c'était mieux. Leur peur, c'était le comité avec des gens alignés comme ça, là, et puis devant lequel ils passent et qui leur dit vous en êtes où, qu'est-ce que vous avez fait, c'est quoi vos échéances, c'est quoi votre planning, c'est quoi tout ça sans budget bien sûr, faut pas déconner, et qui leur demandent à tout prix des comptes alors qu'en fait ils n'avaient rien demandé. On leur a expliqué que ça n'aurait pas lieu. Donc ça les a un peu soulagés et ça a permis de mettre en valeur ces 80 sujets. Sauf que 80 sujets, on les a mis sur un mur, ça fait un beau backlog, mais ça fait beaucoup quand même aussi 80 sujets. Donc pour les faire avancer, on a dit focalisez-vous, refaites des équipes pour essayer de faire un peu moins. Donc il y en a une vingtaine qui sont arrivés au bout, et puis après il en est resté quelques-uns qui traînaient. Et surtout, en fait, on a généré une frustration qui est que ceux qui n'étaient pas dans l'équipe qui traitait de tel sujet, ils ont dit mais oui, moi je veux donner mon avis, parce que j'ai un avis sur tout. Tout le monde a un avis sur tout, tout le temps. Donc moi j'aimerais bien l'équipe machin, j'aimerais bien donner mon avis, parce qu'ils sont 6, mais ils ne veulent pas m'intégrer, ils ne veulent pas de moi. Si quelqu'un s'en va, tu pourrais y aller. Oui, mais je veux donner mon avis tout de suite. Bon. Donc pour éviter cette frustration et éviter que les gens aient à la fois encore des artères encombrées ou des crises cardiaques ou je ne sais pas quoi, on a créé une instance, mais qui n'était pas un comité, qui était une instance de feedback, dans lequel les équipes qui travaillaient sur leur sujet venaient raconter leur vie. Alors, ils racontaient leur vie, ils faisaient des slides, le format des vidéos, le format qu'ils veulent. Et l'assemblée était qui veut. Donc c'était 1 heure une fois par semaine. Venez qui veut. Le directeur, le piou-piou, le machin. Bon, au début, c'était plutôt orienté manager, mais on a dit c'est complètement ridicule comme manière de faire ça. Tout le monde vient quand il veut, sur un horaire où il n'y a pas trop de réunions. Et les participants écoutent ce que raconte l'avancement de l'équipe, en fait. C'est une espèce de compte-rendu à ses collègues. Voilà. Et ça ne s'arrêtait pas là. Les collègues n'avaient pas le droit de réagir en donnant leur avis. Le seul truc qu'ils avaient le droit de faire, c'était de poser une question. C'est tout. Bon, il y a des gens très habiles pour donner leur avis en posant une question, donc il a fallu taper un peu sur les doigts. Ils posent une question. Et les gens qui ont présenté leur sujet notent la question très précautionneusement et répondent « merci ». C'est tout. Ils n'ont pas le droit de répondre à la question en live. Donc cette mécanique, je ne l'ai pas inventée, hein, ça s'appelle l'antre des dragons. Alors ça collait bien avec notre sujet. Ça s'appelle l'antre des dragons et ça appartient à une technique d'innovation qui s'appelle le voyage de l'innovation. Je vous laisse regarder sur le net les trucs. Donc moi, je l'avais fait un jour et j'ai récupéré cet antre parce que je trouvais ça pas mal. Ça permet en fait que la question soit posée de manière totalement désintéressée. C'est de la contribution désintéressée. Puisque que la personne dans la salle, qu'elle soit directeur, piou-piou, tout ce qu'on veut, etc., la question reste la même. Enfin, c'est une question. Et l'équipe qui ne répond pas tout de suite mais dit juste merci, elle a le droit ou pas d'utiliser la question pour améliorer son produit, enfin sa production. D'accord ? Et parce que le but de ça, c'était de récupérer du feedback. Pas de se justifier. Parce que je ne sais pas si vous participez de temps en temps à des réunions, des gens qui ne connaissent pas toujours bien le sujet posent des questions. C'est soit histoire de raconter leur guerre, parce qu'eux, ils ont fait ça vachement mieux avant. Voilà. Alors chez Renault, c'est sur des vieilles voitures que plus personne ne conduit, sauf peut-être la 4L. Donc ce n'est pas toujours très intéressant. Soit c'est pour dire que les autres sont des nains et qu'eux, ils sont plus forts. D'accord ? Donc là, l'intérêt, c'est que ça transforme la contribution en élément désintéressé. Voilà. Donc on a fait ça, ça a progressé, bon, beaucoup d'apprentissage, hein, un certain nombre dont je vous ai parlé, notamment quelques apprentissages sur qu'est-ce qu'on fait des trucs qui n'avancent pas. Parce que là, du coup, le retour du comité est dangereux. Et en fait, le comité n'est pas revenu, on a dit au manager, on a dit au manager, c'est pas grave, si ça avance pas, c'est que ça n'a pas de valeur. Évidemment, ça a provoqué des difficultés, mais ils s'en sont remis et on leur a dit faut faire autrement. Voilà. Et toute cette mécanique là, parce que tous les éléments, on les avait regroupés dans notre grand tableau là, qu'on avait appelé le CLIP, le concentrateur de liste d'idées de progrès. Voilà. Donc il y a une partie de la direction qui a pensé qu'on avait juste fumé la moquette ou pris de la drogue, hein, mais c'est pas grave. Mais l'autre partie qui adhérait un peu au système a contribué à la chose, puis ça s'est éteint, parce que comme toutes les mécaniques de transformation, les idées, les ateliers, ça finit par s'effondrer. C'est inévitable. Le quotidien reprend le dessus, les enjeux opérationnels reprennent le dessus, donc tous les efforts de transformation finissent par s'effondrer. C'est normal et c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas perdre le nord, il faut recommencer. Donc autant vous dire que le fameux clip, les Chevaliers Dragons, etc., c'est du passé. Ce qu'on a proposé, c'est de dire on va remettre... Alors le Covid nous a coupé les pieds, mais dans un premier temps, on était reparti, juste avant Covid, pour repenser une manière de faire avec d'autres supports, de la vidéo, des petites interviews, des groupes de travail plus ciblés, enfin autre chose. Mais changer. Pas refaire un nouveau atelier Chevalier Dragon, parce que ça n'avait aucun sens. D'accord ?
Mais ça, c'est difficile à comprendre. C'était difficile à comprendre pour une partie des gens qui nous entouraient, qui m'entouraient, parce que pour eux, c'était pas comme ça. On faisait un plan, on respectait le plan, on suivait le plan, on gérait les risques, on machin, etc. Et je leur dis, dans la gestion de risque, c'est quelque chose qui n'est pas fait, n'a pas de valeur. Si c'est important, ça reviendra en termes de transformation. Évidemment, pas en termes de voiture. Vous dites, les roues, finalement, c'est pas important, on ne va pas les mettre, vous allez avoir des problèmes. Et de nos jours, par exemple, vous ne mettez pas, justement, la comparaison avec la voiture est intéressante. J'ai appris il n'y a pas longtemps l'histoire de canaux, là. Donc le basique, si vous ne mettez pas, je sais pas, le régulateur de vitesse dans une voiture, les gens ne l'achètent pas. Alors qu'il y a 15 ans, c'était un truc, c'était super, génial, ah, s'il y a ça, c'est bien, c'est une super option. Mais c'était gadget, ou pas les trucs. Mais on s'est tellement habitué, moi le premier, à l'avoir, que maintenant c'est un critère. Puis il y en a plein d'autres comme ça. Les airbags. Imaginez les airbags, il y a une époque, je ne sais pas s'il y en a qui connaissaient les voitures sans airbag, mais voilà, j'en vois hocher de la tête. Ça permet de déterminer les générations. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, beaucoup d'apprentissage, rien que sur cette mécanique de transformation qui concernait l'ensemble de la direction, tout le monde. Et on est allé toucher un peu tout le monde. Et là, on a, alors maintenant que le Covid n'est pas terminé, mais on peut revenir sur site, on peut refaire des ateliers, etc. Donc on va pouvoir reboucler, réinventer une nouvelle mécanique pour susciter la transformation. Voilà. Ça en était une qui était assez rigolote. Donc ça, c'était un premier axe. Et il y a un deuxième axe, j'ai encore un peu le temps, oui. Il y a un deuxième axe qui était les recommandations de notre directeur. Il a dit, au-delà de la transformation de la direction, donc des mécaniques de travail dans les hiérarchies, dans les équipes, dans les structures, etc., ce serait bien aussi de transformer les projets véhicules, puisque toutes ces directions, l'ingénierie est organisée en silos, comme tout le monde, et toutes ces directions fournissent des compétences très variées pour concevoir une voiture qui se rassemble pour faire un projet. Sauf qu'un projet, ce n'est pas 10 personnes, hein, ça se chiffre plutôt en centaines. 100, 200, 300, avec des gens qui vont, qui viennent, qui restent pas, etc. Pourquoi ça? Parce qu'une voiture est un objet extrêmement complexe qui nécessite beaucoup de compétences, mais très variées. Donc celui qui conçoit la poignée de porte n'est pas spécialiste de l'essuyage. Ça peut vous paraître banal, mais un essuie-glace, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et surtout, au-delà d'être compliqué, il y a un paquet de réglementations européennes, internationales, etc. En plus, ça dépend où on commercialise la voiture, qui sont impressionnants, quoi. Enfin, rien que pour la rétrovision, c'est un collègue qui a travaillé dessus, la rétrovision, il a un fichier de 400 éléments de réglementation qu'il faut prendre en compte, parce que sinon, ça marche pas. Juste pour la rétrovision, donc le rétroviseur extérieur, le rétroviseur intérieur. Et ça, sur tous les morceaux de la voiture. Plus sur le moteur avec les histoires de pollution, etc. Donc vous imaginez la masse, si on doit comparer à l'informatique, ça en fait, c'est pas comparable. Le seul moyen, ce serait de dire, vous, informaticiens, vous devez tenir compte de tout. Alors, la RGPD n'est pas inintéressante là-dessus, mais par exemple, on va compter le nombre, la taille de votre code. Donc les gens qui font de l'embarqué ou du temps réel voient de quoi on parle. Mais là, dans l'informatique de gestion, tout le monde s'en fout de la taille du code, en général. On pousse le potard sur Google Cloud ou machin Amazon Cloud, là, et puis c'est bon, ça marche, quoi. Voilà. Et bien là, non. Imaginez un système informatique tellement contraint par des éléments de réglementation. Donc c'est le cas pour l'embarqué, et c'est le cas pour certains trucs de temps réel, ou les télécoms, ou justement l'informatique embarquée des véhicules, parce qu'ils contrôlent un certain nombre de choses. Sans vous parler de la voiture autonome, mais là, c'est pas mon sujet. Donc du coup, pour transformer ces projets, on a inventé les aventuriers de la transfo. Donc on part de quoi pour faire les aventuriers de la transfo? On part d'un modèle pondu par des consultants, que je ne citerai pas, qui nous ont inventé un super modèle, base du modèle, Spotify, qui comme chacun sait est un modèle, Scrum, qui comme chacun sait est un modèle. Donc on part bien, un modèle qui n'en est pas un, et un framework qui n'a jamais démontré sa capacité à dépasser le monde de l'informatique. C'est un point de vue. Beaucoup de choses que je vous dis, c'est mon point de vue. Si vous discutez avec d'autres coachs agiles de Renault, ils n'auront peut-être pas le même point de vue. Hein. On n'est pas tous alignés. Et c'est riche. Et c'est bien. Voilà. Puis en plus, moi, j'ai un petit côté bouffon du roi supplémentaire, parce que le gars avec une moustache, c'est moi. Donc, je suis un peu vieux dans l'affaire. Voilà. Donc ce modèle de départ, il n'est pas génial. Il y a du chapter, de la guilde, enfin bon, des trucs qui servent à rien. Sachant que l'ingénierie est déjà organisée en métiers qui sont comme des chapters, donc leur demander de faire ce qu'ils ont déjà fait, c'est complètement ridicule. Mais c'est pas grave. Mais pourquoi pas, c'est un modèle de départ. Comme je vous l'ai dit par rapport à mon activité CMMI, j'étais pas très d'accord, mais au moins c'était un cadre. Donc pourquoi pas. Ce que je demandais moi, alors de ma petite voix que personne n'écoute, hein, mais c'est pas grave, je demandais juste, ok pour un modèle de départ, mais il doit évoluer. S'il n'évolue pas,
en fonction des feedbacks, etc., eh ben, on a tout perdu. Et on n'est surtout pas agile, évidemment. Mais pourquoi pas partir avec ça? C'est un peu fumeux, mais on va essayer. Sachant que ça a quand même fait réagir les gens du métier de la conception qui ont mis leur grain de sel pour essayer de bricoler quelque chose qui tienne la route. D'accord ? Et alors ce modèle-là, il devait être déployé sur les projets véhicules, donc petit à petit. Donc premier projet, on fait une partie du modèle, deuxième projet, on fait un peu plus du modèle, troisième projet, on fait une partie du modèle. Pourquoi ? Parce que c'est un modèle cible. Donc c'est la cible, et donc ça convenait bien à l'esprit courant dans le monde de l'ingénierie en général, et pas que chez Renault. C'est-à-dire, j'ai un plan, je l'applique, même si je l'applique morceau par morceau, à la fin, c'est bon, j'ai la cible et c'est bon pour 10 ans. Je leur ai expliqué que le modèle cible, ça n'existait pas dans le monde des agilistes, c'était un modèle qui bougeait. Donc nécessairement, il faudrait le faire bouger par itération. Non, non, c'est un modèle cible, on n'en démord pas. On l'appliquera petit à petit, mais on n'en démord pas. Bon, résultat, j'avais raison, mais j'étais pas tout seul, hein, les autres coachs étaient assez d'accord. On a été obligé de faire des itérations. C'est pour ça que vous avez 2 petits pas là, parce qu'on les a appelés step 1 et step 2. Donc le modèle cible n'a pas tenu. Voilà, c'est devenu nécessairement un modèle qui bougeait. Mais parce que, grâce à l'atelier Chevalier Dragon, il y a quelques chefs de service qui avaient compris ce qu'était l'agile. Et du coup, ils ont fait un peu en sous-marin une étude pour dire, en fait, le modèle cible, ça ne tient pas, il faut qu'on fasse bouger ce modèle cible pour être un modèle qui bouge régulièrement. Ils ont réussi à convaincre qui il fallait, et du coup, ça a rebouclé dans le bon sens pour dire, ah bah non, en fait, on ne peut pas rester sur ce modèle cible, il faut le faire évoluer. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa, et tant mieux, parce que de toute façon, ça n'aurait pas tenu sinon. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait dans ces itérations. Donc point de départ, évidemment, quand on arrive sur un projet véhicule, dans une organisation, on a décrété qu'il fallait changer, etc. Bah, l'ancien, là, le step 0, là, il vous dit non mais c'est bon, ça, on sait faire des bagnoles, quoi. Pas déconner. Et ils ont raison. Ils savent faire des voitures. Ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que leur manière de faire est optimisée, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils savent faire des voitures. La preuve en est que Renault existe toujours depuis 120 ans, donc ça, c'est pas un problème. Bon, simplement, ça masquait un peu le fait. Enfin, ils ne voulaient pas toujours dire qu'ils avaient des problèmes, et ça aurait pu être le premier point d'analyse des consultants plutôt que de pondre un modèle. Parce que l'air de rien, les gens qui travaillent sur les projets, ils sont multi-projets. Donc ils bondissent d'un projet à un autre tout le temps, comme ça. Tac. Donc autant vous dire que leur concentration sur le projet et leur sentiment d'appartenance au projet est assez faible. En tout cas, ne les implique pas tant que ça. Parallèlement, on a des jalons, hein, évidemment. Vous connaissez le projet classique, il y a des jalons. Et les jalons donnent la cadence, ce qui n'est pas gênant, mais ça fait courir les gens après les attendus aux jalons. Plutôt que de se concentrer sur ce qu'ils pourraient faire entre 2 jalons, ils ont à un moment tendance à dire « Ah, on est à la bourre, il faut qu'on court après ce qui doit être fait, parce qu'au jalon, il y a un coup près qui tombe. » Donc ce n'est pas un mal en soi, mais ça finissait par déformer l'enjeu d'un jalon, qui est de dire en fait, on en est où? Est-ce qu'on s'arrête ou est-ce qu'on continue? Point de vue personnel, vous avez le droit de ne pas être d'accord sur ce qu'est un jalon, mais c'est ce qui me paraissait pertinent. Et il y a un petit problème, c'est comme il y a plein de métiers qui contribuent, chacun a un peu le nez dans ses livrables et son sujet, et la collaboration intercompétence n'est pas très optimum. Mais comme en plus ils sont sur plusieurs projets, ils vont livrer un truc à droite, puis livrer un truc à gauche, etc. Donc de toute façon, ils courent dans tous les sens, là, avec mon truc, ils courent partout, donc ils ne peuvent pas prendre le temps de collaborer. Voilà. Et quand ils collaborent quand même, hein, parce qu'évidemment, ils ont besoin les uns des autres, mais ils le font un peu dans l'urgence, dans des instances un peu formelles, un peu, enfin, pas très cool, quoi. C'est un peu, et puis ça court quand même beaucoup. Dans leur principe, la task force est un modèle de travail. Ce qui évidemment donne un peu des frissons et des énervements au coach agile. Donc une des transformations qui est apportée par mon petit step 1, là, ma petite itération, c'est qu'il faut transformer la manière dont sont organisées les équipes. Parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment il y a une grosse équipe projet, mais il y a plein de gens qui bougent dans tous les sens. Ils ne forment pas des petites équipes. Et nous, les agilistes, on aime bien les petites équipes de taille raisonnable sur lesquelles on peut appliquer des pratiques. D'accord ? Ou en tout cas, essayer d'y voir plus clair. Donc c'est ce qu'on fait. Alors selon un modèle qu'on appelait la marguerite, parce que comme vous voyez, ça fait une espèce de fleur. Donc en fait, comme il y a beaucoup de monde, et la limite c'était 10-14 personnes, 10-12 personnes, et ça fait des espèces de pétales dans tous les sens, là, selon les activités et le périmètre. Je ne rentre pas dans le détail, parce que je pense que sans être confidentiel, ce n'est pas nécessairement un truc qu'on partage, d'autant que ça risque de bouger bientôt, donc ce n'est pas la peine de vous en dire plus. Mais on essaie de trouver une taille d'équipe sur laquelle on va pouvoir faire des choses, et donc sur laquelle on va pouvoir appliquer les modalités qu'on connaît un peu tous, des workshops, alors plus que dans le monde informatique pour le coup. Évidemment, définir des rôles product owner et scrum master, parce que le scrum n'est pas loin là, toujours, en planque. Leur demander de faire des backlogs et leur proposer de faire des stand-up meetings. D'accord ? Alors évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que ça va fonctionner ?
Alors, oui et non. Ça a fonctionné en partie. Donc, ce qui a fonctionné pas mal, c'est de recréer ces équipes. Donc, d'avoir des équipes où les gens sont un peu installés, ils ont des points de repère, ils savent avec qui ils travaillent, et ce n'est pas l'ensemble du projet, mais un peu plus ramassé. D'accord. La collaboration a marché plus ou moins. Il y a des équipes qui ont réussi à collaborer. Enfin, le fait de créer des équipes, ça a permis la collaboration. Dans d'autres cas, ça n'a pas géré les choses. PO et Scrum Master, les rôles, là, c'est foireux, complètement. C'est passé à côté de la chose. Je vous expliquerai pourquoi après. Et puis, il y a un truc qu'on a regretté. On pensait qu'on irait un peu mieux là-dessus. C'est l'aspect collaboration et livrable collectif. Parce qu'ils fabriquaient des choses dans leur coin qui s'assemblent à la fin. C'est une voiture, hein. Enfin, c'est de la doc, une voiture, etc. Et ils avaient un peu tendance à faire un truc et à le donner à quelqu'un qui fait l'assemblage et qui vérifiait si ça fonctionnait. Une espèce de testeur. Et on aurait préféré qu'ils discutent entre eux pour essayer d'assembler leurs morceaux et leurs productions les uns avec les autres, sans passer par un tiers. Ça n'a pas bien marché, ça. Voilà. Dans la première étape, le fameux step 1, c'est ce que dit le petit bonhomme. Ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Vous avez en plus une citation de la marmotte sur les livrables. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, on a dit faisons step 2. Donc c'est ce qui s'est produit. Donc la fameuse itération 1 a été faite sur 3 projets véhicules. Bon, il y en a un qui a été arrêté, repris, etc. Et la deuxième a été faite sur les 3 suivants. Et dans les 3 suivants, je suis dans l'un de ces 3-là. Et j'ai le droit d'en parler là, puisque notre boss en a parlé, c'est la nouvelle R5. Je ne sais pas si vous avez vu, peut-être dans la presse, hein, une belle voiture jaune, qui est le renouveau de la R5. Donc c'est l'équipe que j'accompagne en ce moment, puisqu'ils sont en train de la concevoir. Voilà. Ça prend un petit temps hein, quand même. Hein. Elle arrive en 2024, je crois. Mais ce n'est pas un engagement. C'est ce qui est écrit pour l'instant dans les trucs. Hein. Donc je vais éviter. Donc on a fait une itération 2 et potentiellement on a une troisième itération qui pourrait arriver à un moment ou à un autre. Mais on n'a pas dit que ce serait à telle ou telle échéance. Ce qui nous conditionne, c'est éventuellement les séries de projets. C'est-à-dire que là, il y a 3 projets qui appliquent l'itération 2. Et du coup, il faut préparer l'itération 3 pour que la série de projets qui arrive bientôt, là, parce que ça arrive en cadence et en roulement perpétuel, en fait, les projets, de tout type, hein, puisque quelquefois il y a des nouveaux véhicules, quelquefois il y a des modifications de véhicules existants, il y a tout, il y a des véhicules particuliers, il y a des véhicules utilitaires, il y a plein de choses, très rigolo le véhicule utilitaire. Donc on essaie de préparer la suite pour que de nouvelles modalités du modèle, enfin de nouvelles modalités de travail, qui sont complètement à l'écart du modèle cible, hein, du coup, qu'on avait imaginé au début, enfin, peut-être tout le monde ne serait pas d'accord, mais moi je pense qu'elles sont complètement en écart, vont apparaître pour alimenter les projets après. D'accord ? Alors évidemment, ça ne se fait pas tout seul. Donc je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on a fait en termes d'ateliers ou de reprise en main de certaines idées ou de certaines pratiques pour essayer ça. Parce qu'évidemment, on s'adresse à des gens qui vous disent l'agilité, l'informatique, ça, j'en ai rien à battre, c'est pas mon problème. Hein. Puis l'informatique, c'est pas mon métier, disent les concepteurs de véhicules, assez logiquement. Donc quand on prend des exemples d'informaticiens, ils disent ok, super, mais on s'en fout, en fait, c'est pas notre problème, on retourne bosser. Donc on a fait des choses. Alors la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a transformé les modalités de formation. Donc on a fait un truc qui s'appelle Agile on the Job. On faisait des formations qui duraient souvent une journée, quelquefois 2 jours, quelquefois une journée et demie. Et alors la contrainte Covid supplémentaire, mais ça aurait de toute façon été nécessaire. On a créé des formations de 3 heures. Parce que dire à une équipe projet, on vous prend 3 heures, c'était gérable. C'était un peu compliqué, mais c'était gérable pour faire un truc d'apprentissage. Voilà. Et on a transformé les modalités de nos formations, alors parce qu'il fallait les faire à distance, et parce qu'en 3 heures, il fallait expliquer l'essentiel de ce qu'il devait savoir. Donc beaucoup de choses qui étaient comment ça s'applique au projet. Le manifeste était évoqué, mais pas tant que ça, parce que rappelons que c'est le manifeste pour le développement agile de logiciels. Donc il est très intéressant de l'avoir en tête, mais ça ne parle pas nécessairement aux gens qui font autre chose que du logiciel. Donc ça, c'était une première chose. Mais bon, j'étais habitué puisqu'on avait travaillé sur la première formation en 2014. Et donc là, c'est le dernier avatar de cette formation adaptée aux gens qui font du projet. Sachant qu'il reste des sessions plus longues pour ceux qui font pas de projet, mais autre chose. Voilà. Ensuite, on a inventé un atelier qui s'appelait Étincelle. Donc ça, c'est un test que j'ai obtenu de faire pour dire est-ce qu'on peut laisser une équipe s'auto-organiser ? C'est-à-dire ne pas commencer à lui décréter des PO, des Scrum Masters, des stand-up, des workshops, des machins, mais leur dire, par rapport à ce que vous avez à faire, qu'est-ce que vous prendriez comme instance, comme élément d'organisation ? Vous avez une liste de choses disponibles qui viennent du Scrum, du Lean, du machin, on s'en fout. Qu'est-ce que vous voulez faire ?
Et donc, j'ai appelé ça un atelier étincelle. Je l'ai testé sur les équipes R5, et ben, ça n'a pas bien marché. Donc, je me suis gouré. En fait, c'était pas le bon moment ou c'était pas adapté. Il y avait trop de liberté. J'ai voulu tester trop de liberté. Ils nous ont dit, mais elles sont où les recettes de cuisine, etc. En fait, ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas encore prêts à faire ce genre d'atelier. Il fallait une étape intermédiaire. Peut-être ils le seront sur la prochaine série de projets. Il leur fallait une étape intermédiaire où on leur change des choses dans leur organisation, on leur donne quelques recettes de cuisine, on les lance et on leur laisse 2-3 éléments de liberté. C'est-à-dire à quelle fréquence vous faites un délit, enfin juste ces petits trucs-là. Et en fait, ça suffit. Et c'est sur l'étape d'après qu'il faudra faire autrement. Donc c'était un test, mais je voulais tester, est-ce qu'on a le droit de laisser une équipe s'auto-organiser? Juste pour voir ce que ça donne. Sachant qu'on était derrière pour rattraper les trucs qui n'allaient pas. Donc on ne les laissait pas pourrir dans leur coin. Voilà. Donc ça n'a pas bien marché et l'apprentissage, c'est il faut plus de recettes de cuisine. Ce qui est difficile à dire, mais quand même, on va le faire. Et de toute façon, on est au service d'eux. Donc s'ils ont besoin de recettes de cuisine, on leur fait des recettes de cuisine pour les aider, quitte à les amener vers des choses où il y a moins de recettes de cuisine, ou c'est eux qui les fabriquent. Ensuite, non. Ah, j'appuie sur un truc qui est le pointeur laser, ça risque pas. Ensuite, le daily meeting. Donc on a oublié le daily scrum. Le daily scrum, c'est bien gentil, mais c'est pour du scrum, c'est pour des équipes informatiques. Là, ces équipes-là, vous leur dites, alors vous venez, puis pendant 1 minute 30, vous expliquez ce que vous avez fait la veille, le lendemain, etc. Ils ne font pas des features qui se développent en 1 heure. Ils dessinent des voitures. Et c'est très compliqué de dessiner une voiture. Donc en une journée, ils ont peut-être réussi à faire un bout de pièce ou à traiter un problème de trucs qui se trempent dedans, etc. Mais c'est tout. Et de toute façon, leurs potes, ils le savent déjà, puisqu'ils sont toute la journée en train de collaborer, de faire des workshops, de dire attends, là, ça marche pas, ça marche, machin, etc. Donc, la question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire tous les jours en termes de synchro? C'est-à-dire, la synchro, pour vous, c'est quoi? Et donc, avec des jeux de cartes, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, on a inventé un jeu de cartes en disant, en vous synchronisant, vous voulez faire quoi? Avec toutes les possibilités qui sont plus larges, à mon sens, que le Daily Scrum. Voilà, avec des règles, on peut créer des règles, on peut créer des rôles. Là, les petits trucs bleus, c'est des rôles, hein, les gardiens, pour que ça fonctionne bien. Voilà. Sans Scrum Master nécessairement. Juste avec des gens qui veulent se synchroniser. Ça a plus ou moins bien marché, ça. J'ai une équipe où ça a bien marché. Ils ont fait leur petit atelier et ils ont fonctionné, ils s'y sont tenus. Il y en a une autre, ça a moyennement marché, puis il y en a qui nous ont dit on s'en fout, on ne fait pas ça. Mais ils ont quand même fait un délit à leur sauce. Donc intuitivement, ils l'ont fait, mais ils n'ont pas voulu le formaliser. C'est ça qui nous gênait. Ensuite, on a parlé backlog, parce qu'évidemment, on fait du Scrum. On est supposé faire du Scrum. Donc du coup, le backlog, autant vous dire que pour aborder le backlog, il faut prendre des chemins détournés. Donc il faut faire des blagues, il faut faire des dessins, il faut détourner des affiches de ciné, mais juste pour attirer leur attention. Parce que vous mettez ça dans un couloir au technocentre, il y a des gens, ils s'arrêtent quand même. Ils disent tiens, c'est quoi cette affiche? Ah, pourquoi le bon, la brute? Mais le truand, normalement c'est le truand, pourquoi le backlog? Charles, pourquoi c'est écrit backlog là? Voilà. Donc du coup, ça marche. Donc il faut attirer l'attention. Et puis j'ai mis en face un dessin là, partagé avec quelques-uns de mes collègues qui sont plutôt d'accord, peut-être pas tous, mais un backlog informatique, c'est quelque chose d'assez un peu linéaire. C'est pas une critique, hein, j'ai fait de l'informatique, mais où les objets qui se baladent dedans sont toujours un peu les mêmes. En fait, quand on boucle de release en release, c'est toujours un peu la même idée, c'est des features, on fait des user stories, etc. Un backlog véhicule, c'est un fatras de tout et n'importe quoi. Et surtout, en fait, la plupart des gens, en les forçant à faire un backlog, on les forçait à écrire ce qu'ils devaient faire sous forme de tâches. Mais en fait, ils n'en ont pas besoin. Parce que quand ils sont spécialistes de l'essuyage du pare-brise, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils vont refaire un système de pare-brise, etc., adapté au véhicule, etc. Donc ils connaissent leurs tâches. Il n'y a pas besoin de leur faire décrire 20 fois. En revanche, ce qu'ils mettent dans un backlog, c'est quand ce qu'ils font s'intercepte avec ce que fait un de leurs collègues, donc ce qu'ils appellent un KI, en fait, ce qui s'appelle un problème, mais qui est évalué K1, K2, K3, donc qui est devenu un KI. Du coup, ils traitent des problèmes. On leur dit non, vous ne traitez pas des problèmes. Vous dessinez une voiture, ça génère des problèmes que vous allez traiter. Parce qu'il y a aussi une espèce de perspective de gens qui disent moi, je fais que traiter des problèmes. Bah, non, c'est pas très valorisant. Donc le backlog, ils en avaient déjà un, en fait, mais pas sous la forme qu'on attend. Donc, ils ont quand même du Jira, parce que quand même, leurs fameux KI, il faut bien les gérer dans des listes. Et autant que possible, il vaut mieux les gérer dans un outil un peu organisé plutôt que dans des fichiers Excel. Ne serait-ce que pour que ce soit partagé et lisible de tout le monde. Mais c'est bien, ça a donné des idées à d'autres qui avaient des bas access, des machins, des trucs. Est-ce qu'on peut aller dans Jira? Oui, allez-y dans Jira. Bon, Jira a un défaut, c'est que du coup, tout devient administratif, quoi. Vous ne faites plus que de l'administratif. Ce n'est pas un outil de collaboration, c'est un outil d'enregistrement administratif. La collaboration est première, et l'outil est second. Et ça ne marche pas toujours bien, ça. Voilà, c'est pas facile à expliquer. Et on a fait des ateliers autour du client. Vous allez me dire, le client, quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc, on n'en a fait qu'un.
Je vais aller vite parce que j'ai plus beaucoup de temps, là. Je sais pas ce que me dit 5 minutes. On a un peu de temps pour les questions puisqu'il n'y a pas d'atelier après, je crois, ou il n'y a pas de conférence après. Mais, donc on a fait le premier, l'As de pique. On l'a fait il n'y a pas très longtemps, avant les vacances. Ça s'est bien passé et où nous, le client est représenté par RRG, donc c'est Renault Retail Group, c'est les gens qui vendent les voitures, le réseau. Il y en a un bout pas loin, là, un peu plus bas sur la scène. Si vous voulez acheter une Renault, allez-y. Donc on a fait un atelier avec des gens qui sont qui sont pas ceux qui travaillent là-bas, mais près du Technocentre, pour se rencontrer, discuter et essayer de comprendre. Un vendeur, il connaît assez bien les clients, donc c'est pas mal de discuter avec lui. Et puis si on arrive cette année, on fera l'As de cœur et l'As de carreau. Alors là, c'est centré R5. Vous pouvez voir le dessin parce que c'est bon, il est public, hein, j'ai le droit de le mettre. Et puis les vieilles R5, ça va. Voilà. Et donc, c'était un moyen de créer un peu d'émulation autour du client. Il y a plein de mécaniques pour le faire, et ça, c'en était une. Voilà. Et puis, il y a aussi un truc particulier, c'est que si vous vous rappelez des transformations informatiques, en général, on prend une grosse sulfateuse, on détruit les jalons, et à la place, on met du Scrum, donc on met un rythme de release et de sprint. D'accord ? Bon, moi, c'est ce que j'ai fait dans le monde informatique. Sauf que là, si vous enlevez les jalons, le projet meurt, en fait. Puisque c'est quand même ce qui cadence le mécanisme, et vous ne pouvez pas le remplacer par des sprints. Là, tout le monde est complètement paumé. Hein. On a essayé d'installer des trucs de sprint, ce n'est pas vraiment adapté, en fait. Parce qu'ils ont déjà des boucles. Ils bouclent déjà. Voilà. Et la particularité d'un projet véhicule, c'est que ce n'est pas un projet itératif incrémental. C'est un projet de convergence. C'est-à-dire que vous partez de plein de choses possibles, mais qui sont quand même décrites, et petit à petit, vous essayez d'arriver à quelque chose qui tient la route en termes de design, en termes de faisabilité technique et de montage, et en termes de coût. Et sans arrêt, vous traitez des trucs qui se tapent dedans et qui créent du surcoût, de la surcharge, des choses qui ne vont pas. Et il faut réussir à converger pour aboutir à un projet viable. En fait. Et c'est très différent du monde informatique, où vous partez de rien, et vous pouvez faire, mais dès que quelqu'un a un besoin, vous dites, ah, je vous le développe, hop, demain c'est fait, quoi. Donc ce n'est pas de la convergence, c'est bien de l'itératif incrémental, ça c'est très bien pour l'informatique. Et dans le monde véhicule, et je pense que ce serait pareil pour je sais pas quoi, des sous-marins, des avions, d'autres choses, enfin, des produits physiques assez complexes, c'est pas facile. Donc on a fait un petit atelier sur le jalon. Donc là, pareil, vous avez droit au petit EZ-Flex. Donc on a fait un atelier en Lego pour essayer de faire comprendre 3 situations de jalonnement aux équipes. Voilà, donc j'ai fabriqué le petit modèle V0 qui est là. Je crois que j'ai un pointeur laser. Oui, celui-là, là. Donc ça, je l'ai fait avec mes fils, ça m'a beaucoup amusé. Et puis, comme c'est un atelier qui devait améliorer, je l'ai fait tester par mes collègues coachs qui m'ont dit c'est tout pourri ton véhicule là, améliore la chose. Donc j'ai fait de la 3D parce que quand même on fait de la 3D chez Renault. Et ensuite j'ai fait un autre modèle. Voilà. Donc l'objectif de cet atelier était de faire comprendre aux gens du véhicule utilitaire, parce qu'ils m'avaient demandé de faire un truc qui était lié à leur véhicule, qui était un projet. Il s'appelle Hippo maintenant ce véhicule, si vous le croisez quelque part. Dans la marque Mobilize. Et ils voulaient en fait quelque chose autour du jalonnement pour comprendre est-ce qu'un jalon est nécessaire, est-ce qu'il faut se poser des questions, est-ce qu'on a le droit de les remettre en cause, à quoi il sert un jalon. Et donc les 3 situations dans lesquelles étaient mises, il y avait 150 personnes, une partie des personnes, il y avait 3 types de situations, devaient leur faire comprendre et se poser des questions sur le jalonnement. Pas le remettre en cause et tout bananer, mais leur dire en fait à quoi ça nous sert. Voilà le truc. Conclusion, parce que je crois que je suis un peu just. Conclusion, donc tout ça, c'est difficile d'aider des gens dont on ne connaît pas le métier et dont on découvre le processus quand on est agiliste. Mais après tout, si on aime bien apprendre, pourquoi pas. Bon, moi, c'est d'autant plus facile que j'aime bien la mécanique, les véhicules, les choses comme ça, tout ça. Voilà. Donc, mais c'est quand même difficile. Hein. J'ai eu quelques moments de doute dans les premiers mois où j'étais dans l'équipe d'ingénierie. Je me suis dit, en fait, peut-être que je me suis trompé, qu'il faut que je retourne à l'informatique. Bon, je ne pouvais pas retourner à l'informatique pour diverses raisons, mais voilà, c'était quand même un peu, est-ce qu'il ne faut pas que je rebondisse pour aller vers plutôt les gens qui font du logiciel embarqué, par exemple, qui était ma première cible et sur lequel ça n'avait pas marché. Mais bon, voilà. Donc c'est pas simple. Heureusement, j'ai été renforcé dans la petite équipe où j'étais seul, par d'autres personnes qui venaient d'autres directions de l'entreprise, qui venaient pour transformer, agiliser. Et du coup, c'est bien. Donc dès qu'on est une équipe, c'est mieux. On était 3-4. Ça s'est mieux passé. Les recettes habituelles, au sens Scrum, Framework, tout ça, là, toutes les pratiques, etc., ne sont pas la panacée, surtout le Scrum. C'est une catastrophe. Et là, on l'a vécu sur les rôles. Le rôle de PO a été très mal compris, très mal interprété. Ma vision à moi, personnelle, c'est que PO et Scrum Master sont des solutions à un besoin que peuvent avoir des équipes. Ça matche bien dans le monde informatique. Dans le reste du monde, je ne pense pas. En revanche, on a détecté que oui, une équipe, elle a besoin d'un leader. C'est pas faux. Ça, c'est souvent le cas. Et c'est bien que
de pas trop les laisser chercher leur leader longtemps, parce que sinon ils tournent un peu en rond. Une équipe a besoin d'un facilitateur d'équipe. Elle a besoin de gens qui ont une posture un peu au changement ou à éviter la perte de temps. Donc ça, c'est plutôt de l'état d'esprit, et ça ne se fait pas avec du PO et du Scrum Master. Et Scrum Master, en plus, Scrum Master, il y a le nom dedans, quoi. Donc quand vous dites aux gens, bah, je ne fais pas de Scrum, ouais, mais tu es quand même Scrum Master. Bah oui, mais maître du Scrum, ça vient foutre quoi là, enfin, bah, c'est une misfit. Hein. N'importe quelle personne qui fait du marketing ou de la pub vous dira vous êtes à côté de la plaque. Vous ne pouvez pas vendre un produit qui porte le nom que vous n'utilisez pas. Enfin, ça rime à rien, quoi. Si vous essayez de vendre une banane en l'appelant une voiture, on va vous dire non, c'est pas une voiture, c'est une banane. Ouais, mais j'ai décidé de l'appeler voiture, parce que c'est plus sympa. Voilà. Même si vous mettez des roues à la banane, ça ne changera rien. Donc le modèle cible est une illusion typique. C'est pas la première fois que je le rencontre. On l'avait rencontré un peu à l'informatique. Là, on l'a rencontré dans les grandes longueurs de l'ingénierie. Donc attention au modèle cible. On parlait de Spotify tout à l'heure, juste avant. C'est assez typique, hein, c'est un peu caractéristique. Il faut peut-être éviter les modèles a priori. Moi, il y a un modèle, les modèles échelle. J'adore le swarm. Vous connaissez le swarm? Ben non, vous ne connaissez pas. C'est le Scale Without a Religious Method. C'est un gars qui a écrit un article un jour là-dessus. J'ai trouvé ça génial. Et c'est un peu ce qu'on a fait sur le fameux Salesforce dont je vous parlais. On a fait de l'échelle sans suivre de modèle. Et après, on nous a dit, ah, vous auriez dû faire du safe. Ah bon, c'est quoi safe? Donc je vais regarder. En fait, non, on a bien fait de faire un truc. Voilà. Mais j'ai rien contre safe. Il y a quelques bonnes idées dans safe. C'est peut-être un peu le truc qui tourne autour qui me gêne. Mais voilà, mais j'en ai pas besoin. Donc attention au modèle. Je ne vais pas critiquer. Demain, ça va en parler à fond. Et il y a des gens qui ont réussi avec. Mais tant mieux. Moi, je n'adore pas. Mais j'empêche pas les autres de l'utiliser. Notre feedback, c'est aussi que dans un projet aussi complexe, quelques changements au début, c'est bien, et puis on laisse partir les gens. C'est pas la peine d'essayer de faire des transfos toutes les 3 minutes en leur tombant dessus. Ils sont le nez dans le guidon, il faut les laisser le nez dans le guidon, il faut être pas loin pour les aider, mais il faut au début d'un projet ou à certaines étapes insuffler de la transformation, des nouvelles méthodes, et puis on voit ce que ça donne. Pas essayer sans arrêt de leur faire des délits alors qu'ils n'en veulent pas ou je sais pas quoi. Pivoter, c'est plus facile que changer. J'aurais pu vous faire un exercice, mais on n'a pas le temps, mais c'est plus facile de dire à quelqu'un est-ce que tu peux te tourner de 30 degrés sur ta droite? Voilà. Ça ne demande pas trop d'efforts et il n'est pas complètement paumé. Si vous lui dites t'es là, tu vas là, s'il te plaît, puis il y a plein d'obstacles au milieu, bah, il ne va pas y arriver. Donc ça, c'est le changement, c'est-à-dire vraiment tout changer autour. Pivoter, c'est mieux. Voilà. Et bon, c'est peut-être un peu banal comme truc. Et la transfo, c'est de la volonté, de l'analyse, de l'intérêt et des bras. Une transformation ne se fait qu'avec des gens qui font. Ils font. Je vais reciter Florence Lacour qui a fait une conf hier intéressante. Elle a dit la méthode, c'est juste le moyen pour que quelqu'un, le piou-piou, enfin elle n'a pas dit piou-piou, mais que la personne qui fait change son geste. Et une fois qu'elle a changé son geste, on a bougé, on a pivoté, on s'est transformé. Donc je reprends sa citation, vous pourrez voir le replay de sa conf, qui est aussi dans un monde non-IT, donc c'est intéressant. Et je suis très d'accord, il faut que quelqu'un change son geste. Et ça se fait avec des bras, ça ne se fait pas avec des slides. Donc la transfo avec des slides, ça n'existe pas. Voilà, merci de votre attention. Donc j'ai changé ma façon de dessiner les voitures, c'est pas la même qu'au début. La transfo est toujours mon dada et j'ai découvert un peu que mon métier, c'est principalement de l'amélioration continue. Aider les gens à se transformer, à s'améliorer de manière continue. Et pour ça, toutes les pratiques agiles sont un soutien, une aide, pas nécessairement. Et surtout, il faut être extrêmement inventif. Il faut inventer plein de choses tout le temps. Donc c'est très intéressant, moi j'aime beaucoup. Il faut faire des ateliers, il faut créer des choses, il faut inventer de nouvelles pratiques. Il faut vraiment être créatif et surtout pas dire de toute façon tout a été fait et on va reproduire ce qui a été fait avant. Enfin, moi, je n'aime pas les recettes là qu'on ressort dans les vieux pots. Ça marche pas. Voilà, tous les dessins sont faits maison, sauf juste ma tête là qui se balade un peu au début, qui a été fait par Manon Baelen. Merci de votre attention et je répondrai volontiers à vos questions. Oui. Oui, alors, merci Charles. Alors, je vais commencer par une question en ligne. Oui. Quel est le principal résultat positif qui en résulte par rapport au fonctionnement précédent? Bonne question. Le mouvement est lancé. L'intérêt, c'est que ça a déclenché quelque chose. Donc tout le monde se sent un peu concerné par de la transformation et de l'amélioration. Donc du coup, l'amélioration continue n'a pas encore perfusé partout, mais il y a un mouvement qu'on ne peut pas complètement s'endormir sur nos lauriers, qu'on ne peut pas complètement faire comme avant. Ce n'est pas partagé par tous, mais ça a commencé à déclencher des choses. Voilà. Donc ça, c'est le plus positif.
Après, il y a plein d'indicateurs et d'éléments que je n'ai pas sur les coûts, les délais, les choses comme ça. Je ne saurais pas dire. Mais voilà. Donc ça, en termes d'état d'esprit, ça a déclenché des choses. C'est lent, hein. Toutes les transformations sont lentes. Il y a des gens actuellement chez Renault qui de temps en temps viennent me voir en disant il y a 5 ans, j'ai suivi une formation, donc ça date quand même un peu, où tu nous avais fait des trucs, donc ça ressemblait un peu au sketch que je vous ai fait là. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire ça, puis j'ai fait ça dans mon périmètre, etc. Et ils ont fait des trucs tout seuls. Et ils ont bougé un peu leur périmètre. Donc c'est ça, en fait, ça va être un peu biblique, mais il faut semer. Et puis on verra si ça récolte. Donc là, ce qu'on a semé, c'est un peu l'esprit de transformation. Et ça récolte de temps en temps. De temps en temps, il y a quelque chose qui surgit, c'est sympa. Puis je pense qu'il y aura d'autres trucs qui vont surgir plus tard. Donc c'est ça, le mouvement. On va prendre quelques questions en salle. Je ne sais pas s'il y en a. Ah. Olivier. On peut compter sur Olivier. Merci Charles, très intéressant toujours. Est-ce qu'il y avait un objectif initial quand tu es passé côté industrie, en termes de transfo? Oui. Enfin, alors, pas généralisé. Enfin, l'ingénierie et Renault, c'est quand même une très très grosse boîte. Hein. Donc je partais d'un truc qui était quand même connu. La DSI, les DSI, c'est pas des trucs très gros. Je connaissais tout le monde. Et là, c'était quand même un gros machin. Donc il y avait à la fois la direction où j'ai atterri, une volonté du directeur de dire je veux changer l'état d'esprit. Je veux que les gens se réapproprient leur manière de travailler. Attendez, j'avais noté un truc. Parce que si j'utilise le mot qu'il avait dit, c'est pas bien. Je vais résumer ça en disant éveiller les esprits ou réveiller les esprits. Il disait autre chose, mais je ne veux pas vous le dire. Donc c'est ça. Lui, il voulait que ça se déclenche, justement. Donc en passant par l'état d'esprit, puis après les pratiques, etc. Donc il y avait quand même cette volonté. Et l'objectif était que les projets véhicules se déroulent mieux, que les gens soient plus sereins, qu'on arrête les trucs un peu task force, qu'on augmente la collaboration, qu'on casse les silos. C'était un gros truc, là, le cassage des silos. Donc ça, c'était à son niveau. Et malgré tout, il y avait quand même au niveau, il y a un projet qui avait été lancé là, à l'époque de Thierry Bolloré, quand il était patron de Renault, qui cherchait à créer ce mouvement de transformation et qui avait le même objectif. Au service des clients, au service des salariés de l'entreprise, ça c'est important, et du coup qui allait créer de la performance. Donc il y avait quand même cette vision, il faut qu'on soit plus à l'aise pour travailler, donc ça c'était pas mal. C'était très généraliste, très générique, mais c'était pas mal. C'est ce qui a permis en fait, de déclencher certaines choses aussi dans des directions qui n'avaient pas du tout envie de bouger, quoi. Donc ils se sont sentis un peu forcés de faire des choses. Donc ça c'est bien. Et puis la direction où moi j'ai atterri, il y avait déjà un directeur qui avait la volonté de faire et de réveiller justement le système. Donc c'est bien. Et bon, il trouve que ça va pas assez vite, hein, mais comme toujours. Les boss, ils trouvent que ça va jamais assez vite. Mais bon, c'est pas facile, hein. Il faut quand même sortir de quelques années difficiles sur le plan méthodologique ou de la... Je ne vais pas tirer sur une ambulance, mais sur la liberté d'expression ou le management un peu trop autoritaire. Ou voilà. Donc oui, il y avait cette ambition voilà, qui a une nouvelle forme avec le nouveau boss de Renault, voilà, qui a boosté des choses. Voilà. D'autres questions? Remarques, critiques? On peut prendre une dernière petite. C'est inquiétant quand il n'y a pas de questions. Soit Tu vous vous ennuyez, vous voulez vous barrer, soit je sais pas. Marc, tu as une Soit question c'était très clair, soit il n'y avait pas de... Ah, ok. Alors, je suis là après. Charles, Oui, je voudrais pas bloquer les personnes pour la prochaine conf. Donc, est-ce que tu peux mettre le rôti? oui. Ah bah oui. Ah bah c'est vrai que oui. Voilà. Merci. Donc je veux bien un avis, hein, s'il vous plaît, feedback. Je vous dirai merci et je répondrai pas à votre question. Merci Charles.